Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale élection municipale sur France 3 Pau Sud-Aquitaine. Au menu ce soir, deux débats, deux communes, l'Escar et la Reims. À mes côtés pour animer ces débats, Daniel Corsan, rédacteur en chef adjoint de France Bleu Béarn. Daniel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Nos trois invités lescariens ont déjà pris place, mais avant de discuter avec eux, les chiffres clés de la ville de l'Escar réalisés par Sarah Paulin. Se présente à l'Escar pour cette élection municipale. Portrait de nos invités avec Sandrine Valero. Frédéric Lavigne, divers droite. Liste l'Escar avec passion, sans étiquette. Conseiller municipal depuis 2014. Jérôme Mange, La République en marche, liste l'Escar en plein cœur, divers, développeur économique à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Valérie Revel, Parti socialiste, liste l'Escar pour vous, continuons ensemble, divers gauche soutenu par Europe Écologie Les Verts, adjointe au maire, conseillère communautaire à l'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Alors une petite erreur s'est glissée dans cette vidéo que nous a signalé Jérôme Mange. Jérôme Mange n'est pas encarté La République en marche, mais sa liste est sans étiquette. Alors l'Escar fait partie de l'agglomération très proche de Pau, un peu moins de 10 000 habitants. Et une particularité, il y a 6 ans, l'élection s'est jouée à très peu. Une égalité parfaite entre Christian Lenne et Philippe Coy. L'électorat est donc très divisé sur cette commune. Valérie Revel, est-ce que ça vous fait peur, cette division de l'électorat ? Alors d'abord, juste pour préciser que l'élection s'est à nouveau déroulée en décembre 2014, après cette effectivement égalité parfaite. Donc ce que ça a montré surtout, ce que ça a confirmé, c'est que le vote, c'est important. Quand on va voter, et particulièrement à l'Escar, sa voix compte. Donc je crois que c'est ce qu'il faut retenir principalement. Alors oui, après, on le sait, à l'Escar, c'est serré, ça sera certainement encore serré, même si la configuration n'est pas tout à fait la même, puisqu'il y a 3 listes, et que je ne sais pas ce que feront les deux opposants, s'ils s'allieront entre les 2 tours. Mais il est possible qu'il y ait à nouveau 3 listes au 2e tour. Justement, c'est une question qu'on peut vous poser, Monsieur Lavigne et Monsieur Mange. Qu'est-ce que vous ferez au second tour face à Valérie Revel ? Si, selon les résultats, évidemment. Alors évidemment, on peut se poser la question, mais en fait la question est valable pour l'ensemble des 3 listes. Nous, au niveau de l'Escar avec passion, ce qui compte, c'est notre programme, c'est l'engagement et le projet qu'on a porté. Donc pour l'instant, il n'est pas question de faire alliance. On peut aussi très bien se poser la question si les 2 autres listes ne feraient pas alliance. Tout est possible à l'Escar, on l'a bien vu, on l'a vu avec l'égalité. Donc nous, l'important, c'est notre projet. Alors, les choses sont ainsi en France en politique. Il y a encore une droite et une gauche. Alors on va essayer de vous définir comme ça. De vous 3, qui est de droite, qui est de gauche ? Valérie Revel, vous êtes de gauche ? Je l'ai dit, je l'ai affirmé et surtout je l'assume. Parce que je crois que la première qualité d'un maire, c'est quand même d'être transparent et honnête. Et donc son étiquette, il faut l'affirmer, l'assumer, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une liste composée à plus de 80% de personnes de la société civile. Jérôme Mange, même question.
Écoutez, moi je suis une liste sans étiquette. D'ailleurs, le préfet l'a nuancée telle qu'elle il y a quelques jours, parce que dans ma liste, il y a toutes les obédiences, toutes les sensibilités. Et je vais même vous faire un aveu, il y a même des gilets jaunes de la première heure, les constructifs. Donc vous voyez bien que cette liste-là, elle représente bien la population et le panel politique lescarien, voire même au-delà, Vous ne national. voulez pas du dossard LREM? C'est pas une question de dossard. J'assume, moi, le fait d'avoir en effet appelé à voter Emmanuel Macron en 2017 parce qu'il souhaitait dépasser des clivages. Donc, en effet, sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec lui. Et d'ailleurs, sur l'ESCAR, c'est ce que j'ai mis en place depuis maintenant 18 mois, puisque ça fait 18 mois que je suis sur le terrain, au contact des lescariens. Et donc, c'était tout à fait incohérent d'avoir une étiquette politique parce que ça ne représente pas la démarche que nous avons initiée. Frédéric Lavigne, vous, on vous situe plutôt centre droit. Alors moi, je suis de centre droit, je l'ai toujours affirmé. Je ne suis pas encarté dans aucun parti, mais je reste de sensibilité de centre droit. Ma liste est issue aussi de la société civile, donc j'ai des gens de tous horizons qui veulent participer à un projet, et c'est la continuité de l'équipe de Philippe Coy qui avait été candidat en 2014, et on est resté dans le même esprit. Là, alors on l'a vu, l'Escar, c'est un peu moins de 10 000 habitants, et pourtant on a une cité historique, on a des quartiers résidentiels, on a la zone de l'Escar-Soleil. Si on commence à démarrer sur l'habitat, comment l'Escar a perdu des habitants ces 6 dernières années? Comment on fait revenir ces habitants, Valérie Revel? Alors, d'abord, l'Escar a gagné des habitants depuis 2008. Il y a eu un petit infléchissement ces 2-3 dernières années, mais ça s'explique très bien. Je pense qu'il ne faut pas avoir une analyse trop simpliste sur ce sujet. Ça s'explique par le fait que le boom démographique de l'Escar a eu lieu dans les années 85 à 2000. La population a quasiment doublé. Et ce sont des familles qui sont arrivées à ce moment-là. Les enfants ont grandi et ensuite sont partis de ces logements. Donc on a des logements, le nombre de foyers qui augmente à l'Escar, mais le nombre d'habitants par logement qui diminue. Ceci dit, il faut effectivement continuer à construire des logements. Il y a des besoins, il y a des demandes, notamment pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes qui ont envie de venir s'installer en accession à la propriété. Je sais, le foncier est cher sur l'Escar, et donc il faut permettre à tout le monde de pouvoir venir s'installer. La vocation de l'Escar, c'est de grossir tout le temps, rejoindre Puey de l'Escar, rejoindre... Le plan local de l'habitat fixe des règles et nous donne des indications. Ce qui est prévu, c'est 50 logements par an. Donc voilà à peu près ce que nous pourrons construire sur l'Escar comme logement dans les années à venir. Donc nous resterons aux alentours de 10 000 habitants, 10 200 habitants peut-être dans les années à venir. Frédéric Lavigne, justement, il n'est pas question de manger des terres agricoles. Alors la question de l'habitat, on a surtout souffert à l'Escar d'un problème sur notre PLUI, sur notre plan local, d'abord d'urbanisme et maintenant d'urbanisme intercommunal, qui a empêché le développement de l'habitat sur l'Escar. Les chiffres de l'INSEE sont assez clairs. Depuis 2011, il y a une baisse de la population. Qui plus est avec un nombre d'habitations qui n'a pas diminué, donc ce qui prouve bien qu'il y a un problème de dynamisme et d'attractivité de la commune. Donc oui, la vocation n'est pas à manger toutes les terres agricoles à l'Escar, loin de là, mais il faut trouver un équilibre aux alentours de 10 500, 11 000 personnes, 11 000 habitants. Pourquoi? Parce que là aussi, au niveau de la fiscalité, on l'a répartie sur un plus grand nombre, et ça évite des hausses d'impôts comme on a eu à l'Escar il y a 2 ans, par exemple. Ça veut dire qu'il faut réhabiliter des logements, par exemple, au centre, le vieux centre-ville de l'Escar? Il faut réhabiliter le centre du village. Il faut aussi construire sur quelques friches que l'on a à l'intérieur de la ville. Il y a encore des terrains disponibles. On a quand même à l'Escar le plus grand foncier disponible sans aller chercher les terres agricoles du nord de la commune. Donc on a de quoi faire sur l'Escar, et on sait qu'une jauge aux alentours de 11 000 habitants permettra aussi à nos écoles de fonctionner, à nos complexes de fonctionner, et à toute l'économie lescarienne de continuer à fonctionner. Jérôme Mange, quelle est la solution pour vous? On essaye de faire avec l'habitat qui existe? Écoutez, d'abord, le plan local de l'habitat a été voté jusqu'en 2023, donc il faut être très précis sur le sujet. Donc oui, 50 logements par an jusqu'en 2023, mais après... Qu'en sera-t-il? Donc moi, ma position sur le sujet, c'est que le PLUI, qui a été donc écrit par la majorité et par l'agglomération, donc ouvre 50 hectares de terre à l'urbanisation, d'espace.
Donc c'est un potentiel de 1060 logements et de 3000 habitants supplémentaires. Donc à l'instant T, un promoteur peut déposer un projet, même si, comme Mme Revel l'a dit, pour l'instant, pour l'heure, il y a des règles en termes d'évolution. Donc nous pensons qu'il faut être raisonnable et raisonné. Il faut que la ville évolue de manière, j'allais dire, tranquille. Raisonnable, parce qu'il faut calibrer les routes, parce qu'il faut calibrer aussi les services publics, donc on ne peut pas comme ça accueillir tout un tas de projets, et puis il faut que ces projets aussi respectent aussi des critères environnementaux. Donc c'est pour ça que nous proposons, pour être très précis sur le sujet, une charte de la promotion immobilière qui fixera les règles aux promoteurs quand ils auront un projet sur l'ESCAR. Valérie Revel, est-ce que, au fond, est-ce que le maire a encore la main sur ces sujets-là? Est-ce que la commune ne se fond pas dans l'intercommunalité sur ce sujet-là aussi? Alors, sur le sujet du Quelle PLUI, est sa souveraineté, au fond? Oui, sur le sujet du PLUI, c'est un bon exemple de ce que l'on peut faire quand on est maire, mais aussi conseiller communautaire et conseiller municipal dans les commissions. Nous avions effectivement, pendant tout le temps du travail du PLUI, des élus de notre majorité très présents dans ces commissions et qui ont vraiment travaillé sur le fond. Et je reviens sur ce que disait Jérôme Mange par rapport aux terres agricoles, par rapport au précédent PLU. Il y a 30% en moins de terres agricoles qui ont été réservées pour des terres agricoles par rapport à l'urbanisation qui était prévue auparavant. Donc ce PLUI préserve bien 30% de plus de terres agricoles par rapport au précédent PLU. Et donc l'idée, c'est vraiment que dans l'agglomération, pour pouvoir agir, il faut être présent dans ces commissions et c'est ce que nous avons fait pendant 6 ans. Jérôme Mange, même question. Est-ce que le maire a encore la main sur ce sujet-là? Est-ce que la maîtrise de son cadastre, au fond? Alors maintenant a été voté donc le plan local intercommunal, le PLUI. Moi je pense que le maire, bien entendu, a moins de maîtrise qu'auparavant, puisque maintenant les règles ont été votées et sont fixées. Par contre, un maire peut orienter la qualité des bâtiments qui sont prévus sur son territoire, des lotissements. Et je rappelle encore une fois que cette charte de la promotion immobilière permet justement donc aux promoteurs de proposer des projets qui soient bien intégrés dans l'environnement et qui respectent surtout, je pense maintenant, les critères environnementaux. Je pense que c'est indispensable. C'est pour ça que vous militez pour la création d'un écoquartier. Tout à fait, il y a tout un tas de propositions que nous avons mis sur la table, donc écoquartier, avec des jardins partagés en pied d'immeuble, des murs végétalisés. Enfin voilà, je pense que là, ces règles-là doivent être fixées et peuvent être fixées dans une charte qui sera donc adossée au PLUI. Ça, c'est quelque chose où vous êtes un peu tous d'accord sur cette volonté de verdir un peu l'ESCAR, Monsieur Lavigne? Oui, évidemment. Après, sur l'habitat, c'est sûr que le maire, on a trop entendu à l'ESCAR que c'était souvent la faute de l'agglomération ou à cause de l'agglomération et pas le maire. Le maire, ça reste l'interlocuteur privilégié des Lescariens. Il a forcément encore un pouvoir en matière d'urbanisme. La commission d'urbanisme siégera toujours à l'ESCAR, par exemple. Verdir l'ESCAR, évidemment. On doit réfléchir maintenant toutes nos actions municipales en lien avec le développement durable. On ne peut plus faire n'importe quoi, mais c'est valable pour l'urbanisme, comme pour l'économie, comme pour plein d'autres domaines. On doit réfléchir développement durable et nous nous engageons justement à ce que toutes nos actions soient faites dans le cadre du développement durable. Mais comment on fait je vous pose la question un peu à tous les trois, comment on fait pour avoir du développement durable dans l'habitat quand on sait qu'il y a des quartiers résidentiels avec des maisons individuelles? Comment on peut faire ça? Valérie Revel. D'abord, il faut commencer par être exemplaire dans sa commune, dans ses bâtiments communaux. Donc c'est ce que nous avons commencé à faire et c'est ce que nous voulons poursuivre, c'est-à-dire faire de la transition énergétique. Par exemple, nous avons mis en place une chaufferie bois dans la mairie, une chaufferie biomasse dans la maison de la Cité, qui était l'ancienne mairie, et nous avons ainsi commencé à faire des économies d'énergie. Donc c'est non seulement bon pour le climat, mais en plus c'est bon pour les finances de la commune. Donc il faut aller vers ça, remplacer les éclairages par des LED. Donc déjà commencer, nous, par être exemplaires en la matière. Et puis après, effectivement, la charte dont parlait Jérôme Mange, elle a déjà été votée, une charte paysagère de qualité urbaine et architecturale, et donc créer ces écoquartiers et essayer d'amener l'ensemble des citoyens vers cette consommation d'énergie durable, parce que c'est comme ça, effectivement, que l'on pourra arriver à préserver aussi notre climat. Et comment on fait pour, Jérôme Mange, pour encourager quelqu'un qui veut s'installer à l'ESCAR, faire construire sa maison et qui a décidé de faire une maison comme toutes les autres maisons,
qualité environnementale particulière. Alors, une petite précision, la charte a été en effet votée par la majorité, mais ça concerne le secteur de la cité, et notre charte à nous, elle globalise la collectivité. Donc nous avons une vision particulière, c'est que l'ESCAR est dans le monde, mais le monde est aussi dans l'ESCAR. Et en la matière, donc, nous devons être précurseurs et faire de l'ESCAR, j'allais dire, une locomotive en termes d'éco-responsabilité. Donc Valérie Revel parlait d'augmenter, en tous les cas, de faire une action forte sur les bâtiments municipaux. Donc oui, nous nous engageons, pour être plus précis, à affecter 600 000 euros par an. Donc nous allons augmenter le budget dédié à la transition énergétique et au fait de réhabiliter les bâtiments, donc de 30%. 600 000 euros seront injectés chaque année. Mais écoutez, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, cette fameuse charte pourra orienter des choses. En tout cas, ce sera un point de départ sur lequel on pourra discuter, parce qu'il s'agit aussi que quand un promoteur ou un particulier a un projet, que les habitants aussi qui habitent autour puissent discuter, être concertés. Frédéric Lavigne, on peut inciter, voire contraindre. Oui, bien sûr. On doit inciter. Pour moi, le développement durable doit se traduire par de l'incitation et surtout pas du répressif. Donc oui, la mairie, ce doit être un exemple, mais on ne va pas assez loin. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu commencé sur de l'éclairage LED ou sur des petites choses, mais par exemple le photovoltaïque ou le solaire est complètement absent sur l'ESCAR. Nous, on veut vraiment développer pour que l'ESCAR devienne une vitrine du développement durable, de l'environnemental. Et ensuite, au niveau des citoyens, il faut les accompagner là-dedans. C'est-à-dire que quand on montre l'exemple, il faut ensuite les accompagner pour leur faire rencontrer les interlocuteurs qui vont bien. Il y a beaucoup d'interlocuteurs, comme souvent en France, il y a un millefeuille administratif très compliqué. La mairie, ce doit être le centre et celui qui sera l'interlocuteur de proximité privilégié pour faire en sorte de coordonner toutes ces actions. Et là, on aura une vraie action dans le développement durable. Pour l'instant, on ne l'a pas sur l'ESCAR. Alors quand on parle de l'habitat, l'habitat sur l'ESCAR, on peut aussi lorgner du côté de la zone l'ESCAR Soleil où il y a Cap Ecologia avec l'incinérateur, avec des odeurs qui sont assez prégnantes parfois sur la ville et sur l'agglomération. Valérie Revel, c'est un vrai problème ça sur l'ESCAR? Alors, il ne faut pas confondre l'incinérateur et l'origine des odeurs. L'origine des odeurs, ça a été prouvé, montré, c'est la plateforme de compostage. Cette plateforme de compostage, nous sommes en cours de plus que de réflexion. Ça fait 10 ans qu'on plus sait que que de ça vient de ce réflexion. compost. Ça fait 10 ans qu'on le sait, effectivement. Mais souvent, les gens pensent que c'est l'incinérateur qui donne ces odeurs. C'est la plateforme de compostage. Elle va être déménagée. Je n'ose pas dire c'est signé avec l'agglomération, mais j'ose dire que c'est bien engagé pour qu'elle déménage sur un lieu où le dégagement des odeurs ne gênera personne parce que les vents porteront vers l'air de la campagne. Alors oui, on va faire maintenant ce qu'on n'a pas fait pendant 10 ans, évidemment. Mais sur ce point-là, c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Donc on connaît le problème, et comme Valérie Revel le dit, en effet, c'est la plateforme de méthanisation, notamment, de compostage. Mais on doit aussi vraiment se réapproprier cette déchetterie. Elle est gérée par l'agglomération, mais l'ESCAR doit se réapproprier, doit réinvestir, notamment au niveau des élus, dans cette déchetterie et dans ce qui s'y passe de manière globale. Déchetterie, incinérateur, compostage, les gens, ils ne voient pas bien tout ça. Donc il faut se le réinvestir et nous allons demander notamment la création d'un comité de suivi des sites, ça existe ailleurs, c'est quelque chose de très légal au niveau de la préfecture, de manière à mettre tous les acteurs autour de la table. L'État, bien entendu, les élus locaux, l'exploitant, mais surtout les riverains. Il faut que l'ESCAR se réapproprie ce site, il est sur l'ESCAR, il y a des odeurs, on le sait, mais c'est quand même une préoccupation majeure des Lescariens quand on les rencontre à porte, il faut vraiment prendre en compte ce site. Jérôme Mange, comment on peut faire? Donc d'abord, il faut savoir que Cap Ecologia, donc c'est géré, en tout cas c'est une compétence de l'agglomération. Donc ça c'est une première chose. Mais l'ESCAR fait partie de l'agglomération. Mais bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Donc moi, ce que nous proposons en fait, c'est que, vous savez très bien, en tout cas quand on est informé, c'est que Cap Ecologia est en train de se transformer. Ça va devenir un véritable spot de transition énergétique avec notamment un réseau de chaleur. Nous voulons que l'ESCAR accompagne cette zone dédiée à la transition énergétique. Et donc sur un foncier qui est juste à côté de 5 hectares qui appartient à la ville, nous voulons donc apporter notre pierre à l'édifice et y développer donc notamment de la géothermie basse température qui permettra de faire remonter de l'eau à 60 degrés qui pourra être injectée dans les bâtiments publics et privés. Également aussi développer une filière autour du photovoltaïque organique. Donc voilà, donc on veut faire de ce site-là une vitrine de l'agglomération, voire de la région, voire au-delà.
Il y a un chiffre dans la présentation de la commune, là, 7% de pauvreté. Alors, à Vistodena, je crois que c'est plutôt un bon chiffre. Est-ce que l'ESCAR, Valérie Revel, doit encore plus contribuer à partager cette pauvreté dans l'agglomération, à augmenter ce chiffre, faire plus de logements sociaux, plus d'accessibilité à des gens qui ont moins de moyens au logement dans l'ESCAR? Alors, par rapport au logement, on revient du coup sur Oui. les logements. Vous savez que la loi C'est le SRU sujet, nous impose d'avoir 20% de logements sociaux dans nos communes. Nous sommes à 17%, là où nous étions en 13-14% en début de mandat 2008. Je parle du premier mandat. Donc, effectivement, nous avons progressé parce que l'ESCAR avait beaucoup de retard. Et pour l'instant, l'État ne nous a pas mis d'amende parce que nous pourrions avoir une amende pour ne pas être dans la légalité, parce que nous avions des projets. Et effectivement, il y a une demande importante sur l'ESCAR. Alors, ce sont des personnes, souvent, qui veulent s'installer à l'ESCAR dans des logements sociaux, qui sont des jeunes qui commencent tout juste dans la vie active, des femmes célibataires avec des enfants, des personnes âgées qui ne peuvent plus, une fois la retraite arrivée, se payer le loyer qu'elles avaient jusque-là, parce que la retraite fait que leur mensualité diminue. Donc, ce sont ces personnes-là aussi qui veulent venir s'installer sur l'ESCAR. Alors oui, bien entendu, c'est un aspect Est-ce que les important. Lescariens veulent plus de logements sociaux? Alors, le logement social, les Lescariens ne sont pas contre. Mais il ne faut pas faire l'amalgame, et surtout à l'ESCAR, logement social égale immeuble. Il ne faut pas perdre l'âme de l'ESCAR. L'âme de l'ESCAR, c'est du pavillonnaire essentiellement. Donc on peut très bien faire du logement social, mais en faisant par exemple de la maison mitoyenne, des maisons jumelées, des choses comme ça. Et nous, dans les schémas d'aménagement, notamment des lotisseurs, on va favoriser ça, on va imposer ça. Monter en étage, ce n'est pas l'esprit de l'ESCAR. L'esprit de l'ESCAR, c'est à la limite de faire du mitoyen. Et justement, il faut favoriser le mitoyen pour les jeunes, mais pour aussi les seniors, parce que les seniors se sentent beaucoup plus rassurés quand ils sont rapprochés avec des services communs, par exemple. C'est des choses qu'on veut mettre en place et qu'on a dans notre programme, en effet. Jérôme Manche, est-ce que vous voulez faire également de la mixité sociale, mais aussi de la mixité jeunes, seniors? Oui. Alors encore une fois, il faut être précis sur le sujet puisqu'il y a 200 habitations, logements vacants sur l'ESCAR. Donc je pense que d'abord, avant d'envisager de construire de nouveaux quartiers, il faut mettre le paquet sur ces logements et accompagner les propriétaires pour qu'ils puissent les vendre rapidement, en tout cas facilement, et créer de la mixité sociale dans les quartiers. Donc en effet, oui, nous aussi, nous souhaitons que l'ESCAR se développe de manière raisonnable. Nous avons identifié la friche de l'ancienne gendarmerie qui fait 6500 mètres carrés et qui pourrait accueillir une résidence senior, puisque là aussi, il faut que les constructions répondent à des besoins. C'est un besoin. Nous sommes en contact d'ores et déjà avec l'État pour le mettre en relation avec un bailleur social ou des porteurs de projets privés. Donc d'abord les friches, d'abord les logements vacants, et ensuite derrière construisons sur les espaces dédiés, mais de manière à ce que ça corresponde vraiment à des besoins. Donc personnes âgées, jeunes, c'est l'essentiel. Valérie Revel. Juste de précision quand même, par rapport à ce que dit Jérôme Manche sur la friche de la gendarmerie, Christian Lenne est allé voir à 2 reprises le ministère de la Défense, les gendarmes. Le ministère de la Défense n'est pas vendeur. Nous sommes en contact régulier avec eux, donc nous ne sommes pas vendeurs. Alors c'est bien de dire il faudrait faire, etc. Nous avons effectivement essayé d'acheter ce lieu parce que c'est un lieu qui peut être stratégique pour l'ESCAR pour l'instant, mais nous continuerons bien sûr à être en relation avec... peut-être que Jérôme Manche l'est davantage par l'intermédiaire de son président préféré, mais en tout cas, nous, pour l'instant, nous n'avons pas effectivement eu de retour positif. Merci pour la petite pique, mais je vous confirme que l'État est vendeur, Madame Revel. Je vous le confirme. Je vous confirme que non. On peut toujours dire, je vous confirme. Nous verrons bien quand nous serons élus. Nous verrons bien, effectivement. Ce qu'on peut dire, c'est pas celui qui affirme le plus fort qui a toujours raison, quand même, visiblement. Alors vous, selon vous, c'est alors, ça. il est à vendre Alors l'État n'est pas vendeur pour l'instant. Le ministère de la Défense, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui est placé, très haut placé à l'état-major du ministère de la Défense. Et donc pour l'instant, l'État n'est pas vendeur parce qu'ils veulent réutiliser ce site, notamment à destination des gendarmes de Pau qui sont un peu contraints dans leur caserne de Pau. Voilà, donc nous avons le bâtiment à côté qui nous appartient, la nouvelle gendarmerie, mais l'ancienne gendarmerie, les logements au fond, ils veulent les garder et ils ne veulent pas, pour des questions financières, réhabiliter la vieille gendarmerie au sens bâtiment de travail, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est le foncier qui est à côté. Et ils ne veulent pas séparer le foncier du bâtiment. Donc c'est une équation assez compliquée à trouver avec eux. Donc je vois qu'il y a une complémentarité contre moi, mais je reste sur ma position. Je vous confirme que l'État est bien vendeur.
Alors, quand on parle d'habitat, faire revenir des habitants, on parle aussi de commerce. Et avec cette particularité pour l'Escar, qui est cette grande zone de l'Escar-Soleil avec beaucoup de commerces, 230 commerces si mes chiffres sont bons. Alors justement, l'association des commerçants de l'Escar-Soleil nous a écrit pour nous demander de vous interpeller sur la question des campements sauvages sur les terrains de l'Escar-Soleil, les terrains et les parkings, et notamment aussi les parkings des commerces, mais aussi les terrains en friche de la friche industrielle. Alors, quelle solution vous leur proposez, Valérie Revel ? Alors nous avons à ce sujet interpellé le préfet à plusieurs reprises, surtout ces dernières semaines, parce qu'il y a eu un afflux ces dernières semaines, on ne sait pas très bien l'expliquer, de ces gens du voyage, effectivement, qui viennent d'un peu partout en France, de Bretagne, du Nord, etc. Donc ce ne sont pas des personnes qui viennent habituellement et qui se sont installées sur plusieurs zones, pas seulement à l'Escar. Lons aussi a des grosses difficultés de ce côté-là. Donc malheureusement, nous sommes assez démunis face à ça. Il n'y a que le préfet qui peut intervenir, et encore, ce sont les propriétaires de ces terrains qui doivent demander au préfet un arrêt d'expulsion. Donc le temps que tout ça se mette en place, ensuite, ils sont partis. À un moment donné, les propriétaires ont essayé de mettre des enrochements pour éviter qu'ils ne reviennent et de creuser des fossés pour éviter là aussi qu'ils ne se réinstallent. Mais malheureusement, certains sont déjà revenus. Donc c'est une vraie problématique sur l'agglomération. Sur toute l'agglomération, non seulement ceux qui viennent comme ça en nombre depuis la France entière, c'est le cas en ce moment, mais il y a aussi cette problématique de ces gens du voyage qui tournent autour de l'agglo, et ça depuis des années. Et pour ça, il y a un schéma départemental qui vient d'être réalisé par le conseil départemental, et il faut que l'agglomération qui a la compétence gens du voyage s'en empare pour créer des aires d'accueil pour ces personnes dont les enfants sont scolarisés dans l'agglomération. Frédéric Lavigne, est-ce qu'on peut... Parce que c'est vrai, quand on arrive dans cette zone, on ne peut pas passer à côté. Il y a des friches industrielles qui sont occupées. On peut difficilement passer à côté. Par contre, alors sur la question des gens du voyage, deux positions. La première, c'est que quand ils ont besoin d'aide, il faut les aider. Mais quand ils n'ont pas besoin d'aide, il faut qu'ils respectent les règles, comme tous les lescariens. Il faut aussi dialoguer avec les propriétaires. Parce que trop souvent, certains propriétaires, vous parlez de friches industrielles, ne sont pas d'ici. Et du coup, le temps qu'ils s'aperçoivent et qu'ils aient besoin d'intervenir, il se passe un laps de temps important. Ça n'arrive pas que sur les friches industrielles, c'est arrivé aussi sur le bas de l'Escar dans un lotissement avec un promoteur à côté. Et forcément, le promoteur s'est senti démuni parce que personne n'est allé le voir, personne ne l'a aidé. Et à part mettre 5 000 € sur la table, c'est à peu près tout ce qu'il a pu faire. Alors certes, les gens sont partis, mais ça n'a pas résolu son problème de détérioration, etc. Donc il faut être ferme sur la question, il y a des règles à respecter, il faut les respecter. Mais il faut aussi que l'agglo joue le jeu, parce que l'Escar joue le jeu sur la question des gens du voyage depuis le début. Nous avons une aire depuis très longtemps, nous avons maintenant une aire de grand passage, et on parle de 200 caravanes sur l'agglomération de Pau-Pyrénées, 200 caravanes qui passent d'une ville à l'autre. Donc en effet, il faut que l'agglomération prenne la question à bras le corps et que toutes les communes jouent le jeu au même niveau que l'Escar. Et ça, ce n'est pas le cas. Et là, il faut aller porter cette question au niveau de l'agglomération et être influent au niveau de l'agglomération. On a une place dans l'agglomération qui doit être importante là-dessus. Jérôme Mange, vous comprenez le désarroi des commerçants ? Bien sûr, et des habitants qui habitent aussi le secteur, qui ne comprennent pas qu'on puisse voir des gens se brancher sur les réseaux d'eau et arroser leur voiture, etc. Il y a des questions de sécurité en plus, là, réseau électrique, réseau d'eau. Également, donc c'est un vrai problème, c'est un vrai problème économique aussi, puisqu'il y a pas mal d'entreprises, alors notamment du côté de Lons qui désertent, hein, puisque c'est une zone de non-droit, hein, où même la police nationale ne va plus sur place. Donc ça, c'est la réalité. Moi, je pense qu'il faut que toutes les communes soient solidaires sur le sujet. Il y a 31 communes sur l'agglomération. Si chaque commune prévoit du foncier dédié à cette population, donc aux gens qui sont donc sur les... Qui sont sur les zones économiques. Donc oui, on pourra réduire en effet l'impact sur la commune. Après, donc en effet, il y a l'aire de grand passage qui est en train d'être construit. Les travaux ont débuté. Donc là aussi, le danger est peut-être qu'à moyen terme, ces gens-là puissent aller sur cette aire de grand passage. C'est une question aussi qu'on peut se poser légitimement. Donc c'est une vraie question à aborder au niveau de l'agglomération. C'est aussi un sujet qu'on retrouve régulièrement dans chaque campagne pour les municipales. Est-ce qu'il y a une solution au problème justement du nomadisme et aussi donner enfin des structures dignes de ce nom?
parce que ces gens se mettent là parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit avec un sol sec et les utilités à peu près accessibles. Alors, c'est ce qui est prévu, en tout cas sur le papier. Le problème, c'est qu'il va falloir passer aux actes. C'est ce qui est prévu par l'agglomération. Le problème, c'est les actes, c'est pas la parole, visiblement, c'est les actes. Exactement. 3 aires de grand passage qui sont prévues, normalement. Des aires de moyen passage, plus des aires d'accueil, des terrains familiaux. Mais je reprends ce que disait Frédéric Lavigne, et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point. Il faut effectivement que tout le monde joue le jeu. L'Escar a pris sa part. Nous accueillons déjà une aire d'accueil. Nous avons l'aire de grand passage qui va arriver. Je pense que maintenant, toutes les communes doivent prendre leur part pour accueillir dignement ces personnes. Alors, c'est le complément de ce que j'ai dit, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, sur l'aire de grand passage, nous serons quand même très vigilants pour que l'aire de grand passage ne devienne pas, sur 50, 60 ou 80 places, comme on peut l'entendre, une aire permanente. Ça reste une aire de grand passage avec des conditions particulières, notamment des passages qui ne peuvent durer plus de 3 semaines, des conventions précises. Nous serons très attentifs à ce que ce soit une aire de grand passage. Et en effet, si on veut solutionner la question, il faut que tout le monde s'y mette au niveau de l'agglomération, ce qui est loin d'être le cas. On voit que vous êtes tous un peu d'accord quand même sur ce point-là. Il faut que les communes fassent plus la police aussi. Vous en parliez tout à l'heure, la police nationale, selon vous, ne fait plus la police. Il y a un embryon de police intercommunale qui est né il y a quelques mois ou quelques années. Est-ce que, selon vous, l'Escar doit adhérer, abonder cette police intercommunale par rapport au nomadisme? Bien sûr, alors on avait voté sa création il y a 6 mois maintenant. On a participé à la création, on doit y adhérer, c'est évident. Et elle doit venir renforcer notre police municipale locale, qui est aussi, depuis quelque temps, en sous-effectif pour des questions de départ. Donc il faut réaugmenter le niveau de notre police municipale, le champ d'intervention, et il faut la coupler avec cette police intercommunale. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand on a besoin d'aide, on doit se faire aider, mais dans le reste du temps, il faut aussi respecter les règles, et la police municipale et la police intercommunale doivent être là pour ça. Jérôme Mange, vous aussi, vous êtes dans cette optique. Cette dynamique-là, en effet, la police intercommunale, nous aurions dû déjà y adhérer depuis septembre 2019. Donc la majorité a décidé autrement. Donc oui, il faut vraiment qu'on adhère très rapidement. En tout cas, dans les 100 premiers jours du mandat, nous le ferons. Nous créerons également 6 postes d'agents de surveillance de la voie publique, donc des ASVP, qui seront par contre, eux, dédiés pour faire de la police de proximité, de la prévention au cœur de la cité, dans le centre-bourg, parce qu'il y a un réel besoin de proximité et d'accompagnement de l'Escarien sur le sujet. Également aussi, nous allons essaimer les citoyens vigilants, aussi parce que les citoyens peuvent aussi s'organiser de manière très, très méthodique, mais en tous les cas, la loi permet justement qu'on puisse développer ces initiatives. Et enfin, nous allons solliciter le préfet pour la mise en place de groupes de partenariat opérationnel, les fameux GPO, développés au printemps dernier par la police nationale, donc qui permettra au cas par cas de gérer les problèmes de sécurité sur le territoire. Ce dispositif voisin vigilant, je crois, Frédéric Lavigne, vous êtes d'accord avec ça ? Avec ce... Oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on avait déjà proposé en 2014 et c'est quelque chose qui existe sur l'Escar. Des gens se sont déjà regroupés de manière non mercantile pour s'associer et être vigilants. Il y a aussi un dispositif citoyen qui existe, qui a été mis en place après ça par la municipalité. Mais ce qui est important, c'est de communiquer dessus, c'est de montrer que ça existe et d'afficher que ça existe. Parce que si vous n'avez pas un panneau qui prévoit ou qui vous dit qu'il y a ce dispositif, vous ne savez pas. Donc c'est important de communiquer. La communication, c'est la première des dissuasions là-dedans. Donc il faut communiquer sur ce type de dispositifs qui sont existants sur l'Escar. Valérie Revel, vous ne parlez pas de voisins vigilants, vous parlez de participation citoyenne. Oui, c'est quoi la différence ? Alors c'est un autre dispositif. Participation, c'est un dispositif, je dirais, qui est de droit public, c'est-à-dire qui est en lien avec la police communale, mais aussi la police nationale, et qui sera en lien avec la police intercommunale à laquelle, effectivement, nous allons adhérer. Donc c'est un dispositif que nous avons mis en place, effectivement, sur l'Escar depuis 2-3 ans maintenant, avec des citoyens référents qui sont donc formés, qui sont dans les quartiers, qui sont formés. Alors probablement qu'il va falloir encore communiquer davantage pour que d'autres citoyens puissent effectivement faire partie de ces citoyens référents de la police nationale et municipale. Et il y a d'autres dispositifs qui sont les voisins vigilants, qui sont plutôt de droit privé, on va dire, mais ce sont des voisins qui, par quartier, s'organisent avec cette
comment dire, entreprise. C'est une entreprise, en fait, les voisins vigilants, qui existe au niveau national et qui a déposé un label et qui donc accompagne des personnes. Donc c'est plutôt de droit privé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors pour la sécurité, je ne suis pas sûre que d'adhérer à la police intercommunale aidera par rapport à la problématique des gens du voyage qui s'installent. C'est la police nationale qui doit intervenir parce qu'ils ont quand même, on a souvent besoin de patrouilles quand on a besoin de faire une expulsion un petit peu plus musclée, de patrouilles plus importantes. Mais nous y adhérerons, c'est évident. Ce que nous avons fait en attendant d'adhérer à cette police intercommunale, c'est que nous avons mis en place un système de vidéoprotection. Nous avons un plan de mise en place de vidéoprotection de 35 caméras. Il y en a déjà 30 qui sont installées sur la commune. Et donc nous allons poursuivre effectivement ce plan. Frédéric Lavigne, la vidéoprotection ou vidéosurveillance Oui, c'est important et on veut aller bien au-delà de ce concept parce que, en effet, il y a 35 caméras qui sont réparties sur 9 zones autour de 9 bâtiments communaux essentiellement. Mais nous, on veut mettre en place là aussi un plan de dissuasion sur l'ensemble de la commune, c'est-à-dire une vidéosurveillance globale, d'une manière beaucoup plus globale, mais qui sera surtout communiquée et affichée. On prend l'exemple par exemple de Bayonne. Bayonne l'a mis en place et a réduit sensiblement la délinquance dans ces zones du Petit et du Grand Bayonne. L'idée, c'est de l'avoir, mais surtout de communiquer dessus. Et c'est aussi l'idée de dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et tout ce qu'on veut à l'Escar. C'est fini, il faut repenser les choses différemment et de dire, ben voilà, maintenant à l'Escar, on va aussi respecter les règles. Et on peut être filmé tout le temps aussi, quand on est l'escarien. Moi, je pense que par les temps qui courent, ça ne pose pas forcément de problème. Regardez, les caméras, là, on les a oubliées depuis tout à l'heure, comme vous le disiez. Donc, on peut être filmé si ça rassure. Et puis, on peut aussi communiquer en mettant des caméras ou en mettant pas. Tous les spots où il y a des caméras à Bayonne ne sont pas équipés d'une caméra. Il y a un point rouge, il y a une fausse caméra, mais vous ne le savez pas. Donc, l'idée, c'est plutôt de dissuader en disant, attention, il y a un système en place. Donc, où il est, vous ne savez pas, mais il y a un système en place. On ne fait pas n'importe quoi. Jérôme Mange, sur ce point des caméras de vidéosurveillance. Alors c'est un outil, certes, mais ce n'est pas la panacée. Donc moi je crois réellement à de la présence humaine sur le terrain, donc remonter les effectifs en effet jusqu'à 4 policiers municipaux, puisqu'ils ne sont plus 4, et renforcer donc cette police de proximité à travers les 6 ASVP, je pense plus à une présence humaine sur le terrain qu'à multiplier les caméras sur le territoire. Vous ne voudrez pas en mettre des caméras? Je n'en mettrai pas plus qu'actuellement. Valérie Revel, vous êtes une femme de gauche, vous l'avez dit au début de ce débat, il n'y a plus de réticence éthique à développer de la vidéoprotection de voie publique? Non, je pense que c'est un sujet dont on doit... Non, parce que je crois que c'est un sujet dont on doit se préoccuper, parce que c'est aussi un sujet que dont les Lescariens nous parlent régulièrement, ces problèmes de sécurité. Et puis nous-mêmes, dans nos bâtiments communaux, nous vivons des vandalismes, des incivilités, etc. Donc nous devons aussi de les protéger. Alors ce qui permettra, ce sont des caméras à 360 degrés, donc qui permettront aussi de regarder les alentours. Et souvent, non seulement c'est dissuasif, effectivement, mais ça permet aussi de résoudre des enquêtes quand il y a eu des cambriolages, parce qu'on peut voir passer des personnes à ce moment-là, et donc de résoudre certaines enquêtes. Donc, non, je crois que la sécurité, ça n'est pas un sujet tabou, même quand on est une femme de gauche et de conviction. Frédéric Lavigne, est-ce que ça veut dire qu'il faut que l'Escar redevienne une commune très tranquille? Oui, je pense que les gens veulent ça. Il faut surtout que ça redevienne un exemple aussi et qu'on dise ce qu'on disait il y a une quinzaine d'années. Je veux que ce soit comme à l'Escar, ce qui ne se dit plus maintenant. Donc il faut que ça redevienne une commune tranquille et une commune où les gens soient bien, et qu'il y ait du bien vivre, qu'ils se sentent bien dans cette commune, ce qui est des fois pas le cas. Alors ça peut être avéré ou non, mais il n'empêche que le sentiment est là. Donc il faut remettre du bien vivre, il faut remettre de la proximité et la mairie doit être l'acteur majeur pour ça. Je voudrais qu'on revienne sur le thème de la zone commerciale de l'Escar Soleil, parce qu'on l'a pris sous le prisme des gens du voyage, mais cette zone-là, avec tous ces commerces, quand on parle de commerce de proximité, c'est un peu antinomique. Jérôme Mange, je crois que vous voulez mettre l'accent sur le commerce de proximité dans l'Escar. Bien entendu, il n'y a pas que les grands commerces, il y a aussi les petits commerces et ce n'est pas péjoratif. Donc en effet, sur l'Escar, il y a du commerce de proximité. Il y a 15% de vacances sur cette thématique-là. Donc c'est un commerce qui a souffert ces dernières années, notamment avec l'agrandissement des grandes surfaces sur l'Escar Soleil. Donc en effet, il faut mettre le paquet sur le petit commerce, les aider à communiquer. Donc nous proposons précisément de créer un label. Nous allons créer une boutique éphémère
va créer des passerelles aussi entre les secteurs scolaires, périscolaires et les artisans, pour qu'on puisse susciter des vocations, permettre aux commerçants de, par exemple, dans le cadre du projet de la charcuterie, de venir vendre tous les samedis, et proposer des repas aux gens qui viendront assister au cabaret. Donc voilà, donc on a des idées en la matière et on veut vraiment aider le commerce parce que c'est une demande, parce que ça crée de l'emploi et parce que ça crée du lien social. Et le pôle de l'Escar-Soleil, est-ce qu'on le développe encore? Est-ce qu'on crée encore des zones commerciales adossées à la zone commerciale ou est-ce qu'on garde comme ça? Je suis tout à fait contre. Je pense que là, il faut être très clair sur le sujet. Il faut réhabiliter cette zone qui est vieillissante. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'elle existe. Les routes sont défoncées, les trottoirs sont défoncés. Y faire du vélo, c'est de la roulette russe. Donc voilà, donc il faut vraiment d'abord, je pense, mettre le paquet, mettre l'argent à ce niveau-là. Donc c'est une compétence agglomération. Donc là aussi, il faudra convaincre le président de l'agglomération de réhabiliter la zone. Hein. Et là, en l'occurrence, comme le disait M. Lavigne, il faut être dans une relation de confiance avec le président pour que ça se fasse. Comment vous faites des pistes cyclables? Vous refaites les voies d'accès? Comment ça se passe concrètement? Pistes cyclables, voies d'accès, parking, notamment pour les poids lourds qui viennent de livrer. Donc il faut aussi prévoir des secteurs pour que les poids lourds puissent se garer, puis l'embellir, quoi. Parce que c'est vrai que vous parliez en plus tout à l'heure des installations illicites. Donc on arrive dans une zone où il y a donc ces installations, des voiries avec des trous dans la chaussée. Les commerçants n'en peuvent plus, donc il faut vraiment les écouter, d'autant plus qu'ils payent une taxe, ils payent des impôts, donc ils demandent à ce que ces impôts soient réellement utilisés pour leur outil quotidien. Frédéric Lavigne, cette zone, on la développe ou on la garde? Alors non, on ne la développe pas, elle est déjà assez grande. Par contre, on modifie peut-être l'orientation de cette zone. Il y a du commerce qui existe. Maintenant, il faut développer de nouvelles structures. Nous, on pense notamment au développement durable. L'Escarso doit devenir une vitrine sur toute cette industrie du développement durable qui n'existe pas sur la zone. Donc, il faudrait développer là-dessus. Et ensuite, il faut en effet améliorer la mobilité à l'intérieur de cette zone, et notamment en lien avec la cité historique de l'Escar. C'est-à-dire qu'il y a un passage de voie ferrée, une voie qui est assez compliquée à passer. Alors, on ne fait rien, hein, comme on l'a dit, puisque c'est l'agglomération qui doit faire. Par contre, il faut travailler avec eux pour faire en sorte que la mobilité, notamment dans cette zone, soit bien améliorée et qu'on réoriente. Mais surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est mettre en opposition le commerce de proximité et le commerce dans cette zone. Il faut que les deux puissent s'y retrouver, et je pense qu'en travaillant intelligemment, on doit faire en sorte que les deux s'y retrouvent, les deux associations. Valérie Revel, il y a deux Lescars au fond. Il y a le Lescar de la route de Bayonne et le Lescar du Haut. Oui, on pourrait effectivement le dire comme ça, de la route de Bayonne, de l'autre côté de la route de Bayonne, puisqu'il y a un côté où il y a effectivement des habitations. Pour la zone commerciale, la zone économique, elle a eu une nouvelle dynamique avec d'abord l'arrivée des cinémas, auxquels nous avons très largement participé pour les faire venir, et puis l'extension effectivement d'une galerie commerciale qui a redonné effectivement une certaine vivacité à l'ensemble de cette zone commerciale. Donc il n'est pas question de l'étendre à nouveau. Et je voudrais revenir sur un vote qui a eu lieu en conseil municipal sur le PLUI, où nous avons, nous, défendu pendant tout le temps de la construction du PLUI l'abandon d'une idée qu'avait eue l'agglomération, qui était de rendre des zones, des terres agricoles, de les transformer en zones économiques à la sortie de l'autoroute. Et donc nous étions contre ça. C'était 80 hectares des meilleures terres agricoles sur la zone du Pont-Long. Donc nous avons été contre, nous nous sommes battus, nous avons donné des arguments et nous l'avons emporté. Il n'y a que 10 hectares qui seront réservés à une zone économique qui sont près de l'Onstec-Nord. Nos oppositions, par contre, ont voté contre le PLUI, pensant que c'était une bonne idée de faire une nouvelle zone économique de ce côté-là. Et ça, nous étions contre parce que ça va créer des friches dans l'autre zone économique que d'en faire une ailleurs. Donc nous étions totalement contre cette idée. Et puis pour le commerce de proximité, quand même, je voudrais dire que nous l'avons beaucoup soutenu. Nous avons essayé de faire en sorte qu'il se constitue en association. Ça a été le cas. Et donc nous soutenons cette association des commerçants de proximité. C'est important pour toutes les manifestations, notamment culturelles, de la commune. Jérôme Mange à ce sujet. Oui, je voulais juste rajouter que ça contraste avec le projet Oxylane que votre majorité avait voulu impulser sur les terres agricoles. Sur quelques hectares et pas sur 80 hectares. Mais sur les terres agricoles quand même.
Juste pour préciser, que, puisque j'ai fait partie de l'opposition qui a voté contre ce PLUI, nous ne voulions pas mettre une zone économique, une zone commerciale, mais une zone industrielle à la sortie de l'autoroute, et uniquement à la sortie de l'autoroute sur des terrains qui sont déjà propriété de la commune. Alors moi, je suis prêt à entendre qu'il faut protéger les terres agricoles, mais on ne peut pas m'expliquer qu'on peut mettre une aire de grand passage d'un côté et pas développer un peu de l'économique ou de l'industriel à ce niveau-là. Et l'idée que nous avions n'était pas une idée sur 80 hectares, loin de là, puisqu'on est propriétaire, nous c'était 1,5 hectare, et notamment de faire de l'agrivoltaïque. C'est tout à fait possible maintenant, sauf qu'en zone agricole pure, on ne peut pas le faire. C'est des technologies qui existent, c'est-à-dire qu'on fait de l'agriculture sous du photovoltaïque, et ça a un vrai sens. Ça montre aussi en sortie d'autoroute qu'on a une vraie volonté de développer l'économie, le développement durable, ce qui n'est pas le cas pour l'instant à l'Escar. Sauf qu'il n'y a aucun réseau, il n'y a pas de réseau d'assainissement, il n'y a pas de réseau, donc ça coûterait des millions d'imaginer de tels projets à la sortie de l'échangeur, donc il faut de manière raisonnable partir de Lons, d'Arélec et de remonter au fur et à mesure, alors, bien entendu pas jusqu'à l'Escar, mais voilà, il faut être un peu cohérent sur le sujet. On arrive vers la fin de ce débat. Je vais vous demander de conclure. Jérôme Mange, puisque vous avez la parole, là, si l'élection se déroulait demain, qu'est-ce que vous voudriez dire à vos électeurs ? Écoutez, j'aimerais d'abord remercier mon équipe qui m'accompagne certains depuis 18 mois et d'autres depuis le mois de septembre. Dire que je n'ai pas besoin de soutien de partis politiques, je n'ai pas besoin de soutien de personnalités de droite ou de gauche comme mes concurrents. Moi, je recherche le soutien de la personne âgée qui a des difficultés pour sortir sa poubelle parce qu'il y a des trous dans la chaussée. Moi, je désire avoir le soutien du commerçant qui voit son chiffre d'affaires diminuer. Je désire avoir le soutien de ce père de famille qui ne veut pas laisser ses enfants prendre le vélo parce que c'est dangereux. Donc voilà, c'est ce soutien que je cherche. Je ne suis pas un professionnel de la politique, je fais ça avec cœur et avec ambition. Frédéric Lavigne. Donc moi, si je suis parti dans ce projet en 2014, c'était déjà pour m'inscrire dans la durée et c'était pour créer quelque chose pour les Lescariens. J'ai aucune ambition personnelle hormis l'Escar. Et donc en effet, nous voulons dans notre projet remettre de la proximité, resécuriser le cadre de vie des Lescariens, des choses toutes simples de la vie de tous les jours. Mais nous voulons inscrire aussi notre action et toutes nos actions dans le cadre du développement durable. Et si vous votez pour moi, ensemble, nous bâtirons le Lescar de nos enfants, tout simplement. Valérie Revel. Oui, moi je voudrais m'adresser plutôt aux Lescariens dans cette conclusion et leur dire que j'ai décidé de me présenter à cette élection municipale, d'abord parce que j'aime l'Escar, que mes enfants y ont grandi, j'y vis depuis 20 ans et que je souhaite que l'Escar reste cette ville à la fois dynamique d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, d'un point de vue associatif, mais aussi continue à être cette ville où il y a un joli cadre de vie et une certaine tranquillité avec ces zones vertes qui nous entourent et ces milieux naturels. Donc avec mon équipe, nous avons décidé d'aller vers un projet sur votre quotidien, le quotidien de chacun d'entre vous, à la fois sur le cadre de vie, mais aussi sur l'environnement, avec les mobilités, un plan vélo pour l'Escar, un accès sécurisé aux zones commerciales pour les Lescariens, mais aussi un renforcement de la démocratie participative et du lien entre les habitants. C'est la fin de ce débat pour l'Escar. Merci à tous les trois d'avoir joué le jeu.